Bien, alors je pense que vous m'entendez. Si ça n'était pas le cas, merci de me le signaler. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons aujourd'hui commencer le cours sur la question des métaphores conceptuelles. C'est le deuxième point que je traiterai d'une manière très approfondie comme application ou comme exploration d'un des concepts spécifiques aux linguistiques cognitives. Et comme je l'avais déjà annoncé la semaine dernière, l'ouvrage de référence sera pour ce cours un ouvrage très célèbre, peut-être le plus célèbre en France du courant de la linguistique cognitive, et notamment parce qu'il a été traduit aux éditions de Minuit dès 1986. Donc je veux parler du livre de George Lakoff et Mark Johnson, paru en 1980 sous le titre Metaphors We Live By, et qui a été traduit 6 ans après sous le titre Les métaphores dans la vie quotidienne. Et donc, un des livres, je le disais, le plus connu dans l'espace francophone, parce qu'il a été traduit. Et ce que je veux dire par là, c'est que il existe très peu d'œuvres, enfin disons de livres appartenant au courant de la linguistique cognitive qui soient traduits en français. Et c'est sans doute d'ailleurs l'une des raisons qui fait que ce courant a assez peu d'impact dans la linguistique française, le manque de traduction. Manque de traduction qui vient simplement du fait qu'aujourd'hui, les chercheurs lisent l'anglais tous, hein, donc on n'a pas forcément besoin de traduction quand on est chercheur pour lire des articles traitant de la linguistique cognitive, d'autant que l'immense majorité des revues qui publient des articles de linguistique cognitive sont des revues anglophones, hein, donc, dans lesquelles on écrit en anglais, quel que soit d'ailleurs leur pays, le pays dans lequel elles sont éditées. Mais il demeure que les étudiants français lisent plus difficilement l'anglais. C'est très difficile à des étudiants de lettres, par exemple, de demander de lire intégralement un livre de linguistique écrit en anglais. Donc je pense que c'est une des choses qu'il faudrait développer, la traduction d'ouvrages relevant de la linguistique cognitive en français. Par exemple, un des grands auteurs, Langacker, aucun de ses livres, il en a publié beaucoup, aucun n'est traduit en français. On ne sait même pas comment traduire certains concepts en français, on y reviendra plus tard. Donc, pour traiter de la question des métaphores, j'utilise donc ce livre qui a été l'origine de ce concept de métaphore, au sens, on le verra donc dans un sens très particulier de métaphore conceptuelle. Je mentionne, mais je ne l'utiliserai pas, un autre livre que Lakoff a écrit avec un autre collaborateur qui est Mark Turner, More Than Cool Reason, qui lui traite de la métaphore, mais disons dans le champ du texte poétique, et donc applique la théorie des métaphores conceptuelles dans le champ de la métaphore poétique. Mais il s'agit d'un livre composé de textes au fond très différents les uns des autres, hein. Il a beaucoup moins d'unités que ce texte de Lakoff et Johnson. Bon, il a certains aspects intéressants pour voir comment ça s'applique à la poésie, mais je n'aurai pas le temps de le développer. Je le signale tout de même parce que ça reste une lecture intéressante. Alors, comme je vous l'avais dit également la semaine dernière, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le temps de regarder cette brève vidéo qui fait un peu plus de 5 minutes, je ne me souviens plus exactement quelle est sa durée. Mais j'ai l'habitude de commencer, lorsque je fais un cours sur les métaphores conceptuelles, j'aime bien commencer par cet extrait, cette vidéo de Lakoff, dont je ne connais pas l'origine d'ailleurs, hein. Je l'ai trouvé un jour, il y a assez longtemps, sur YouTube, mais je ne sais pas à quelle date elle a été filmée. Je n'ai pas d'informations précises sur la source de cette vidéo. Il n'empêche que c'est une vidéo intéressante parce que Lakoff explique comment lui est venue cette idée de la métaphore conceptuelle. Alors, vous allez voir, ça passe par des choses un peu anecdotiques, mais je vous propose que nous l'écoutions et puis ensuite, je la commenterai.
I want to tell you a little about how I started working on conceptual metaphor. This is a true story. In 1978, I was teaching an undergraduate seminar with 5 students. At the time, I was interested in what was called an art form in America called performance art. And I was giving an undergraduate seminar in performance art and linguistics. And in there, we went through various topics, reading papers on those topics. And on the day that we were to read a paper on metaphor, it was a very cold, rainy day. We all sat around a little table. There were 5 students. And one woman in the class came in a little bit late, and it was raining, so she was all wet, and she was crying. Okay. And we tried not to notice that she was crying, which was difficult because she was sitting at the table right here, right there. And, so we went on with the class, and I said, well, okay, on page so-and-so, Professor so-and-so claims the following. What do you think of this? We go look around the room. We all look at her, and she says, I can't do this today. I've got a metaphor problem with my boyfriend. And she looks around and she says, maybe you can help. Well, this was Berkeley in 1970s. We said, of course. We formed what was called a little group for group therapy. And we said, okay, tell us your problem. She said, well, on the way to class, I was walking with my boyfriend, and he said something that upset me. He said that our relationship had hit a dead-end street, right? And he said, I don't really understand this very well. Maybe you can help me understand it. So we said, look, if it's hit a dead-end street, you can't keep going the way you've been going. You may have to turn back. And then we realized that English had a lot of expressions in which love was seen as a kind of journey. So, for example, you could say of a love relationship, it's been a long, bumpy road. You could say things like, we're going in different directions. We're at a crossroads in the relationship. You could say the marriage is on the rocks. It's off the track. We're spinning our wheels. And even an airplane image, we may have to bail out, take a parachute. Now, and by the way, being a linguistics professor, I dutifully wrote down all of these expressions. We made a list. And I said, gee, this is an interesting list, Is there a generalization about this list? I mean, that's the question a linguist would ask. What is the generalization here? And we looked at this list and we said, well, in every case, love is seen as a journey. The lovers are the travelers. Okay? Well, what is the love relationship? The love relationship is the vehicle. Sometimes it's a car, sometimes a boat when you're on the rocks, a train when you're off the track, a plane when you're bailing out, but some kind of vehicle. Okay? So love relationship is a vehicle. Write down love relationship, vehicle. What about this journey? Where are you going? Well, you have common life goals, and the common life goals are the destinations that you're trying to reach in this journey. Common destinations. So common life goals, destinations. Okay. And what about why do you keep hitting dead-end streets and spinning your wheels? Well, these are difficulties in a journey. So it turns out that difficulties in the love relationship are difficulties in the journey. That is, they're impediments to travel. They're things that keep you from getting to where you want to go.
So you're spinning your wheels, you go on the rocks, etc. Okay, so we write these down and they're completely systematic. They look like almost a mathematical mapping. Okay, okay. And you say, gee, that's very interesting. We have this generalization that looks like a mathematical mapping about these different expressions. And the woman says, I don't care about your generalization. My boyfriend is breaking up with me. She said, he's thinking in terms of this metaphor. So I said, actually, that's interesting. How can you think in terms of a metaphor? I mean, the classical theory of metaphor doesn't talk about thinking in terms of a metaphor. How does this work? So we looked at a case. We said, okay, let's suppose you take something like, we're spinning our wheels in this relationship. What do we know about spinning the wheels? Well, there's an image. The image is that there's a car and the wheels are turning. Is the car moving? The car is not moving. It's stuck. It's stuck in America. The term spinning your wheels applies to a case where the car is not moving. It's stuck in ice or sand or snow or something like that. The wheels digging in, and the more you turn them, the more they dig in. Okay? So in this case, what you have is the vehicle is not moving. You put a lot of energy into getting it moving. You're trying to rock the car, move it, or get the wheels going, and so on. And you feel frustrated. Okay? Now, what about in a love relationship? When you say we're spinning our wheels in this relationship, it means the relationship is not going anywhere. No progress toward common life goals. Secondly, it means you're putting a lot of energy. You want it to go somewhere. You're putting energy into it, and you feel frustrated. That is the reasoning that you do about travel is being mapped onto the reasoning you do about love via this mathematical mapping that reserve travel vehicle is the relationship and so on. So the idea here is that to understand the use of dead-end street, which means that you can't keep going the way you've been going. You have to do something else, either give up the relationship or turn and go some other direction. Okay? You have to do something else. That is the inference. There's an inference. It's said for a reason. It's said for that reason. Now, these, by the way, she did not make up with her boyfriend. But she found somebody else later on. She got a job. She got her PhD. She got married to a very nice man, and she's fine. In fact, she's a chairman of a department. Bien, alors, Laïkov dit qu'il s'agit d'une histoire vraie, a true story, on va le croire, on n'a aucune raison d'imaginer qu'il nous raconte des blagues, mais l'histoire est presque trop belle pour être vraie, mais admettons qu'elle soit vraie. Donc, pour être sûr que tout le monde ait bien compris, puisque la vidéo est en anglais et que peut-être certains d'entre vous ne sont pas, certains ou certaines d'entre vous ne sont pas complètement à l'aise avec cette langue, je récapitule, je résume en gros le propos. Donc, il s'agit d'une anecdote donc à Berkeley dans les années 70. Laïkov fait un séminaire avec 5 étudiants. Vous voyez, c'est une époque où on pouvait encore faire ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On finance difficilement dans l'université française d'aujourd'hui un cours pour 5 étudiants. Mais bref, passons sur cet aspect des choses. Donc, un séminaire avec 5 étudiants. Et puis, une étudiante arrive en retard. Il pleut, elle est toute mouillée. Et puis, elle a l'air triste, elle pleure. Voilà. Elle est pas du tout en forme. Bon. Donc,
Alors, attendez, je retrouve mes notes. Donc, Lakoff essaie de faire son cours à peu près normalement, et puis bon, comme ils sont très peu nombreux, il est impossible donc de l'ignorer. Alors, il décide de lui demander ce qui lui arrive. Et elle dit qu'elle a... Enfin bon, il se trouve que, j'oubliais de préciser que Lakoff, ce jour-là, faisait un séminaire à partir d'un texte sur la métaphore et qu'il réfléchissait avec ses étudiants sur les métaphores. Et donc, cette étudiante dit, eh bien, j'ai un problème de métaphore avec mon petit copain, avec I've metaphor problem with my boyfriend, donc avec mon ami, avec oui, je parle boyfriend, je dirais, avec mon copain. Bon. Bref, j'ai un problème de métaphore avec mon copain. Bien. Alors, on peut s'imaginer que, puisqu'on sait ensuite que ce problème de métaphore va être l'idée que son copain lui a dit que leur relation était dans une impasse, hein, a dead-end street. Donc, notre relation est dans une impasse. Donc, il faut s'imaginer que cette étudiante est entrée en cours avec cette phrase dans sa tête, hein, son copain lui dit notre relation est dans une impasse. Elle arrive dans un cours de linguistique qui traite de la métaphore, et là on peut supposer qu'elle comprend que cette histoire qui la gêne, elle voudrait savoir exactement ce que veut lui dire son copain en lui disant notre relation est dans une impasse. Elle comprend, à l'occasion du fait qu'il s'agisse d'un cours, qu'il s'agit d'un cours sur la métaphore, elle comprend qu'il y a une métaphore là-dedans, dans notre relation est dans une impasse. Alors là, Lakoff est évidemment tout de suite intéressé et il essaie de comprendre ce qui se passe. Alors bon, oui, il est question de l'amour comme d'un voyage, hein, Love is a journey. Donc un voyage au sens d'un trajet, d'un déplacement, d'un parcours. Hein. Et donc, quand on dit que notre relation est dans une impasse, c'est-à-dire qu'il y a un trajet qui ne peut plus se faire, qui est bloqué à un endroit. Bon. Donc, à partir de ça, à partir de cette constatation, Lakoff nous dit, eh bien, nous raconte que à l'occasion de ce séminaire, donc il commençait à essayer de réfléchir, est-ce qu'il y a d'autres expressions dans lesquelles on exprime cette idée que l'amour serait lié à l'idée de voyage. Hein. Alors, il donne un certain nombre d'exemples. It's been a long bumpy road. La route a été longue et cahoteuse, disons, bumpy. We're going in different directions. Nous allons dans des directions différentes. Donc là aussi, la notion de direction implique l'idée d'un trajet. We're at crossroads. Nous sommes au croisement, à la croisée des chemins. Donc, encore une fois, the marriage is on the rocks, donc est en péril, hein, le mariage est en péril, donc avec cette idée on the rocks qui évoque l'idée d'un bateau qui s'échoue sur des rochers. Our relationship is off the track, notre relation est en panne, ou littéralement hors de la piste, donc là c'est encore une fois un véhicule qui est en panne. We are spinning our wheels, nous tournons en rond, les roues, c'est l'idée d'une voiture dont les roues patinent, là, spinning our wheels. Et enfin, nous devrions peut-être nous sortir de cette relation en bail-out, c'est-à-dire en sautant en parachute. Bon, là, cette fois-ci, c'est un avion. Bon, là, c'est un peu plus surprenant comme expression, mais admettons. On a donc, Lakoff fait apparaître comme ça, nous raconte qu'il s'est rendu compte à partir à partir de l'expression notre relation est dans une impasse, se rend compte qu'il y a toutes sortes d'expressions qui traitent de l'amour sous la forme d'un voyage, hein, qui parlent de l'amour mais qui utilisent des mots qui évoquent un déplacement, un parcours. Bon. Alors,
cette liste lui paraît intéressante. Et là, en effet, il pose la question que se posent toujours les linguistes qui ont donc cet esprit de système. Un linguiste, hein, c'est quand même quelqu'un qui a non seulement le sentiment, un sentiment linguistique, c'est-à-dire une acuité, il entend un certain nombre de choses que d'autres peut-être n'entendent pas, mais il a aussi le sentiment de la langue, c'est-à-dire le sentiment du système. Et il essaie de systématiser ses observations. Donc, la question, c'est est-ce que sous cette liste, dans cette liste, il y a quelque chose il y a une généralisation possible. Est-ce qu'il y a quelque chose comme une régularité, hein? Eh bien, la régularité, elle apparaît relativement facilement. Dans tous les cas, on voit l'amour comme un trajet. Et donc, tous les aspects la notion de trajet, de déplacement, implique elle-même, si je la prends au sens concret, hein, quand je fais un déplacement, ben, ce concept de déplacement, il implique d'autres concepts, hein. Il implique que je me déplace dans un certain véhicule, que je vais dans un certain endroit, que je peux éventuellement rencontrer des difficultés, et puis qu'il y a des passagers dans le véhicule, hein, que le véhicule soit une voiture, un bateau, un avion, un train, peu importe, hein. Bon. Eh bien, vous voyez qu'on a donc ça c'est une idée qui va être reprise ensuite plus tard en linguistique cognitive sous le concept de frame, donc de cadre conceptuel qu'on examinera plus tard. Mais simplement, vous pouvez constater que l'idée même de voyage ou de déplacement, le concept de voyage ou de déplacement implique par lui-même, quand on prend en considération ce qu'est un déplacement, ce concept de déplacement implique d'autres concepts, hein. L'idée d'une destination, l'idée d'un trajet, l'idée de personnes qui se déplacent, l'idée de difficulté, etc. Eh bien, il se trouve qu'on peut remarquer qu'il y a donc un parallélisme, ce que Lakoff, et d'ailleurs c'était un terme, ça fait partie de ces termes qu'on a beaucoup de mal à traduire en français, mais qui est constamment utilisé en linguistique cognitive, cette notion de mapping, hein, le mapping, qui est donc une sorte de mise en correspondance, donc une mise en relation. Il y a une mise en relation systématique entre tous les concepts qui sont liés à l'idée de voyage et les notions qui sont liées, ou les concepts qui sont liés à la relation amoureuse. Pourquoi? Eh bien parce que les personnes impliquées dans la relation amoureuse, donc les amoureux, si on veut, lovers, eh bien, ce sont les personnes qui se déplacent, les travelers, hein. La relation elle-même, c'est le véhicule, hein, ce qui peut être, donc on l'a vu, une voiture, un bateau, un train, peu importe. La destination ou les destinations, ce sont, Lakoff le dit, les buts communs. Dans une relation amoureuse, on imagine qu'on va quelque part, on a des buts communs. Ou alors la relation, si dès le début on imagine qu'elle va nulle part, ben, ce n'est pas forcément une relation amoureuse dans ce sens-là stéréotypé. Enfin, je pense qu'il faudrait imaginer que ce qui est décrit là, c'est quelque chose comme un prototype de la relation amoureuse, hein. On peut très bien imaginer des relations amoureuses très momentanées, peut-être, dont on sait d'avance qu'elles ne vont nulle part, mais qui peuvent bon, voilà, être conceptualisées de cette façon-là. Alors à ce moment-là, elles n'entreraient pas dans ce prototype conceptuel. Mais dans le prototype conceptuel de la relation amoureuse, disons, prototype occidental, classique, etc., on a des destinations, des buts communs, on va quelque part, hein, dans cette... et puis, il y a éventuellement des difficultés dans la relation qui correspondent donc aux difficultés dans le trajet, hein. Ce qu'expriment d'ailleurs des expressions comme notre mariage est en péril, on the rocks, hein, par exemple, ou alors off the track, en panne, d'accord? Bien, donc on voit qu'il y a cette espèce de mapping entre les deux réseau conceptuel, hein, on peut parler de réseau conceptuel. Il y a un réseau conceptuel du déplacement, du voyage, et puis un réseau conceptuel de l'amour. Et ces deux réseaux conceptuels sont mis en correspondance, hein. Et c'est ce qu'on appelle ici le mapping. Bien. Alors,
dans la suite de son récit, Lakoff nous raconte que toutes ces discussions ne consolent pas vraiment la jeune femme, mais elle dit que bon, ces généralisations ne résolvent pas son problème. Pourquoi? Parce que, et là c'est une parole, si elle est réelle, elle est vraiment très bien vue. Elle dit il pense dans les termes de cette métaphore. Il pense selon cette métaphore. La phrase exacte, c'est « is thinking in terms of this metaphor ». Et là, à juste titre, Lakoff s'arrête et se demande comment on peut penser, qu'est-ce que ça veut dire penser selon une métaphore. Alors c'est là que vraiment la théorie de la métaphore conceptuelle va émerger dans sa spécificité. Qu'est-ce que ça signifie penser selon une métaphore? Alors il prend l'exemple de Spinning Our Wheels qui évoque une image d'une voiture donc qui est par exemple sur du sable ou sur de la glace ou dans de la neige, et on fait tourner le moteur, les roues tournent, mais elles tournent dans le vide, et la voiture n'avance pas. Donc l'idée c'est que d'une part on n'avance pas, le déplacement est empêché, et d'autre part on a beau appuyer sur l'accélérateur, on dépense de l'énergie, mais en vain. Le terme qu'il utilise, c'est we are frustrated. Bon. Donc, à partir du moment où on a où on pense selon cette métaphore, il y a toutes sortes d'autres métaphores qui peuvent apparaître, et en effet, le raisonnement sur le voyage est projeté sur le raisonnement concernant l'amour, y compris pour des métaphores extrêmement spécifiques, pour des images tout à fait spécifiques, comme cette image de roues qui patinent dans du sable ou dans de la neige. Alors, je vous donne cette citation avec sa traduction. La métaphore est pour la plupart des gens un instrument de l'imagination poétique et de l'épanouissement rhétorique, une question de langage extraordinaire plutôt qu'ordinaire. Alors, cette première phrase, elle vise à expliquer que ce que Lakoff appelle métaphore, c'est quelque chose de très différent de la métaphore au sens traditionnel, au sens de la rhétorique, de la stylistique, de la poétique. On parle ici de métaphore. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est préférable toujours de préciser métaphore conceptuelle. On parle de métaphore au niveau du concept et pas seulement au niveau des mots. Et pourquoi dit-il une question de langage extraordinaire plutôt qu'ordinaire? Parce que la métaphore au sens de la poétique vise à caractériser des textes qui ne sont pas le langage ordinaire, qui sont des textes poétiques, par exemple, dans lesquels il y a des métaphores. Bon. Alors que ce dont Lakoff parle, et vous voyez avec ces expressions du type nous sommes à un croisement, nous sommes à une croisée des chemins. On n'a pas l'impression, quand on dit ça, de faire vraiment spécialement une métaphore. Notre relation est dans une impasse. Là aussi, bien sûr, il y a quelque chose qui est métaphorique, mais à la limite, c'est du langage tout à fait quotidien, du langage ordinaire. Donc là, la métaphore devient une affaire qui concerne le langage ordinaire, le langage quotidien. Je poursuis. De plus, la métaphore est généralement considérée comme une caractéristique du langage seul, une question de mots plutôt que de pensée ou d'action. Donc là encore, il vise la métaphore au sens habituel, traditionnel, poétique, stylistique du terme. C'est pourquoi la plupart des gens pensent qu'ils peuvent parfaitement s'entendre sans métaphore. Donc effectivement, la métaphore, vue comme une espèce d'ornement, de supplément linguistique visant à produire une image, mais qu'on pourrait très bien s'en passer. Alors là encore, on est toujours dans cette idée qu'on pourrait remplacer une métaphore par quelque chose qui n'est pas métaphorique. Et qu'à la limite même,
On peut traduire les métaphores poétiques, c'est-à-dire qu'on pourrait enlever la métaphore et la remplacer. Alors, ce serait moins beau, ce serait moins évocateur, mais on pourrait la remplacer par quelque chose qui n'est pas métaphorique, hein, par une expression qui n'est pas métaphorique. Bon, je ne vous donne pas d'exemple, je n'ai pas réfléchi, j'aurais dû réfléchir à donner un exemple, mais bon, passons, vous voyez, je pense que vous voyez assez évidemment à quoi je peux faire allusion. Alors, contrairement à cette idée, il affirme la chose suivante, nous avons constaté au contraire que la métaphore est omniprésente dans la vie quotidienne, non seulement dans le langage, mais aussi dans la pensée et l'action. Notre système conceptuel ordinaire dans lequel nous pensons et agissons, oui, alors both, tous les deux, là, pardon, c'est une erreur du traducteur automatique. Dans lesquels notre système conceptuel ordinaire dans lequel nous pensons et agissons est fondamentalement métaphorique. Attendez, j'enlève tous les deux là, qui n'a rien à faire là. Voilà. Notre système conceptuel ordinaire dans lequel nous pensons et agissons est fondamentalement de nature métaphorique. Ce qui signifie qu'il s'agit bien d'un concept de métaphore différent du concept traditionnel de métaphore. Hein. On a ici une métaphore non plus au sens rhétorique, mais au sens conceptuel. Ce qui est en jeu ici, c'est la structuration des concepts. On va voir petit à petit que l'idée de base, c'est tout simplement que on se sert de ces projections conceptuelles, de ces mappings conceptuels, pour pouvoir conceptualiser en termes plus concrets des choses qui sont plus abstraites. Alors, voici donc le parallélisme. Donc là, je reprends, si vous voulez, le livre avec sa traduction. Hein. Le texte, donc dans la colonne de gauche, vous avez les expressions telles qu'elles apparaissent dans le livre de Lakoff et Johnson en anglais, et puis donc à droite, dans la colonne de droite, la traduction en français. Donc vous voyez qu'on a assez globalement, on trouve des équivalences. Hein. Parfois, les deux langues correspondent, hein, utilisent les mêmes métaphores conceptuelles. Je donne cet exemple pour que vous imaginiez que, évidemment, quand on passe d'une langue à l'autre, les métaphores conceptuelles ne sont pas nécessairement maintenues. Hein. Donc, vous voyez ici, on a « Look how far we've come », donc regarde à quel point nous en sommes arrivés. Qui est assez parallèle, donc We're at Crossroads, on l'a déjà vu. Nous avons fait un long chemin ensemble et maintenant nous allons suivre des chemins distincts pour traduire We'll just have to go our separate ways. Donc là, la traduction est un peu, disons que on est obligé de modifier le texte d'origine et de trouver des équivalents un petit peu plus lourds en français. Nous ne pouvons plus revenir en arrière, ça se retrouve également. Donc, vous voyez, en italique, on a dans le texte original le lieu linguistique dans lequel apparaît la métaphore conceptuelle. Hein. La métaphore, encore une fois, c'est un phénomène, dans cette conception de Lakoff et Johnson, c'est un phénomène conceptuel. C'est le fait qu'on conceptualise l'amour comme un voyage. Le fait qu'on conceptualise l'amour comme un voyage. Et l'idée est que cette conceptualisation laisse des traces linguistiques. C'est-à-dire que si dans une langue, dans une culture, je conceptualise l'amour comme un voyage, je vais trouver des mots pour parler de l'amour qui sont des mots du voyage. Mais le phénomène n'est pas fondamentalement linguistique. Vous voyez que le phénomène, il est conceptuel, mais il a des traces linguistiques, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'un phénomène purement linguistique. Bon,
où en sommes-nous? Nous nous enlisons. It's a long bumpy road, ça on l'a vu. Notre amour est dans une impasse, ou notre relation est dans une impasse, on l'a vu également. We are spinning our wheels. Donc, vous voyez, là, on est obligé de traduire cette relation tourne à vide, puisqu'on n'a pas, c'est l'équivalent de cette expression en français pour l'idée des roues, spinning our wheels. Donc, la métaphore de la voiture ou du véhicule, tout au moins, est moins visible. Hein. Donc, on peut considérer que l'imageabilité, enfin la dimension d'image est moins grande en français qu'en anglais pour cette expression. Là aussi, pour On the Rocks, on doit adapter. Hein, Our marriage is on the rocks, en traduisant notre mariage passe un mauvais cap. Nous avons déraillé, cette relation va sombrer. Bon, là, c'est à peu près pareil. Donc, vous voyez que globalement, on trouve des équivalents entre le français et l'anglais, mais tout de même, ça n'est pas toujours le cas. Alors, je poursuis avec cette nouvelle citation. Donc vous avez le texte original et la traduction. Les concepts qui régissent notre pensée ne sont pas seulement des questions d'intellect, bon, ou de vie intellectuelle, là c'est une traduction un petit peu littérale. Ils régissent également notre fonctionnement quotidien, jusque dans les détails les plus banals. Nos concepts structurent ce que nous percevons, la façon dont nous existons dans le monde et la façon dont nous nous mettons en rapport avec les autres. Notre système conceptuel joue donc un rôle central dans la définition de nos réalités quotidiennes. Si nous avons raison de suggérer que notre système conceptuel est largement métaphorique, alors la façon dont nous pensons, ce que nous vivons et ce que nous faisons chaque jour est une question de métaphore. Alors, vous voyez que cette phrase ici vise à donner à la question de la métaphore une importance immense. Et j'ai fait un rappel là, avec la question de la catégorisation, parce que, rappelez-vous, lorsque on suivait un petit peu ce que disait Lakoff au sujet de la catégorisation, on constatait qu'il nous expliquait que sans la catégorisation, on ne pourrait pas vivre, enfin, que la catégorisation était une question absolument centrale pour la vie humaine. Bon, là, vous voyez, c'est une rhétorique qui marche une fois, mais quand elle est répétée, ça devient un petit peu, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la surenchère. Hein. Cette fois-ci, c'est la métaphore qui est la chose absolument centrale, et puis après, ce sera les frames, etc. Bon, donc, je pense que là, on serait plus mesuré, si vous voulez, dans un cadre plus européen plutôt qu'américain, où là, on vend quand même un petit peu la marchandise. Hein. Donc, on vend l'idée que la métaphore est un sujet absolument fondamental. Bon, ce qui est vrai, hein, dans un sens, ce qui est vrai, mais c'est assez fondamental, dans la mesure où, effectivement, cette idée qui était spontanément dite par l'étudiante dont Lakoff parlait, qu'il pense dans les termes de cette métaphore, ça tend à signifier que nos métaphores structurent la façon dont nous percevons, dont nous expérimentons le monde, structurent notre expérience du monde. Hein. Et on voit les choses on voit, on vit et on agit selon ces métaphores. Bon. Donc, il y a bien, ce qui est réaffirmé aussi dans cette citation, c'est qu'il y a bien une structuration métaphorique de notre système conceptuel, ce qui est quand même une thèse audacieuse. Hein. Ça nous paraît aujourd'hui d'une évidence absolue, parce que là, vous voyez, on parle de textes qui datent des années 80, donc maintenant ça fait quand même 40 ans, donc à l'échelle de la recherche, c'est quelque chose qui a été complètement intégré. Hein. D'ailleurs, il y a assez peu de recherches aujourd'hui, enfin il y en a toujours hein, sur les métaphores conceptuelles, mais d'une certaine façon, c'est un sujet qui est considéré comme bon, un peu passé de mode, si on veut, alors qu'il reste, je vous en reparlerai,
énormément de travaux de recherche à faire sur ce sujet. Bon, mais la vie scientifique est comme ça, elle est aussi futile parfois que la mode ou je ne sais quoi, c'est-à-dire que bon, bah, on change de sujet d'intérêt d'une période à l'autre parce qu'il y a des sujets qui sont un peu épuisés, les gens en ont marre de travailler là-dessus, alors on passe à autre chose. Bon. C'est peut-être une des choses qui diffèrent de la recherche scientifique où les enjeux sont plus directement économiques peut-être. Mais là, en l'occurrence, on a cessé, enfin je veux dire, oui, je pense qu'on peut dire ça, ça n'est pas un sujet, un hot topic, hein, si vous voulez, aujourd'hui, la question des métaphores. Et c'est une erreur, parce qu'il existe beaucoup de choses encore à dire sur ce sujet. Bien, alors, j'insiste donc sur le fait que l'idée de dire que notre système conceptuel est structuré par des métaphores, c'était quand même, au départ, une idée extrêmement novatrice, hein, parce que ce n'était pas si évident que de considérer, de faire apparaître que nous ne pouvons pas ne pas métaphoriser conceptuellement. Nos concepts sont reliés par des mappings de type métaphorique. Alors, une citation supplémentaire pour ajouter un point important lié au concept, c'est cette dimension non consciente. Hein. Notre système conceptuel n'est pas quelque chose dont nous sommes normalement conscients. Dans la plupart des petites choses que nous faisons chaque jour, nous pensons et agissons simplement, de manière plus ou moins automatique, selon certaines orientations. Vous voyez, donc il y a cette dimension automatique. C'est là encore une grande différence avec la métaphore au sens poétique, au sens, disons, traditionnel. Hein. Là, on a affaire à des mécanismes non conscients, très largement. La nature de ces... Alors, bon, nous agissons simplement de manière plus ou moins automatique selon certaines orientations. C'est la traduction de lines, along certain lines. Bon, c'est pas forcément très heureux, mais on comprend la nature de ces orientations, donc disons, oui, des orientations qui sont causées par ces métaphores conceptuelles. La nature de ces orientations n'est pas du tout évidente. Une façon de le découvrir est d'observer le langage. Donc, en effet, le langage permet d'explorer les structures métaphoriques des concepts, les structurations métaphoriques des concepts. La communication étant basée sur le même système conceptuel que celui que nous utilisons pour penser et agir, le langage est une source importante de preuves sur ce qu'est ce système. Donc, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais j'insiste de nouveau sur ce point, l'analyse linguistique est conçue comme un accès au niveau conceptuel. Ça, vous le savez, hein, depuis le début de l'année, je vous dis cela au sujet de la linguistique cognitive, qui est d'ailleurs, pour cette raison, disons, critiquée, contestée par certains linguistes, en particulier des linguistes européens, accoutumés à la mouvance, disons, plus structuraliste, où on doit décrire le système de la langue pour lui-même et que le métier du linguiste est de décrire la langue pour l'observation, pour la description, pour la conservation des langues. Eh bien, dans la linguistique cognitive, on étudie la langue pour comprendre l'être humain. Et donc, ici, l'analyse linguistique n'a pas une fin en soi, hein, encore une fois, elle sert à connaître les structurations conceptuelles correspondant enfin, disons, qui se manifestent dans les usages linguistiques propres à une certaine culture. Donc, encore une fois, c'est bien au niveau des concepts que se situent les métaphores au sens de Lakoff et Johnson, et l'analyse linguistique est au fond l'analyse des traces que laissent dans le langage, dans les langues, ces métaphores conceptuelles. Alors, un deuxième argument classique, hein, enfin, je veux dire un deuxième exemple, pardon, classique, c'est l'idée, enfin, la métaphore conceptuelle « argument is war ». Alors, dans le livre, si vous voulez, il y a une sorte de convention, on écrit en majuscule les métaphores conceptuelles,
la discussion, c'est la guerre. Argument is war. Attention, argument, c'est le nom d'un concept. On pourrait dire n'importe quoi, hein, comme on pourrait choisir un autre mot. Peu importe, c'est le concept d'argument. Is war, c'est le concept de guerre. Donc, je dis la discussion, c'est la guerre. On pourrait très bien dire un argument, c'est une bataille. Peu importe les mots ici, hein, ce sont juste des mots pour désigner des concepts. Donc, on a le même genre d'analyse, si vous voulez. À partir du moment où vous conceptualisez une discussion comme une guerre, il va y avoir des armes, des oppositions, etc. Alors là, je vous donne encore une fois une liste d'expressions avec leur traduction en français ou leurs adaptations. Vos affirmations sont indéfendables pour your claims are indefensible. Il a attaqué chaque point faible de mon argumentation, every weak point of my argument. Là, le parallélisme est complet. Ces critiques visaient droit au but. Vous voyez, on a toujours l'idée qu'on attaque quelqu'un. Hein. J'ai démoli son argumentation, c'est parallèle. Je n'ai jamais gagné sur un point avec lui. Tu n'es pas d'accord, alors défends-toi. Donc, vous voyez, là, on a un parallélisme, on ne peut pas dire tire comme you disagree, OK, shoot. En français, on ne peut pas traduire littéralement shoot ici, donc on dit défends-toi. On peut dire défends-toi. Il y a l'idée de stratégie, hein, au sens d'une stratégie argumentative, une stratégie discursive. Et puis, les arguments qu'il m'a opposés ont tous fait mouche. He shut down all my arguments. Alors, commentaire, là aussi, je vous donne une traduction. Il est important de voir que nous ne faisons pas que parler des arguments en termes de guerre. Hein. Je traduis là, it's important to see that we don't just talk about arguments in terms of war. L'idée, c'est que c'est pas seulement qu'on en parle en termes de guerre, c'est qu'on les vit en termes de guerre. Hein. C'est ça l'idée ici. C'est le sens de cette idée que c'est une autre formulation, si vous voulez, de cette idée que les métaphores conceptuelles imprègnent nos existences. C'est pas juste une façon de parler. Donc, nous pouvons en fait gagner ou perdre des arguments. Nous voyons la personne avec laquelle nous nous disputons comme un adversaire. Nous attaquons en effet ces positions et nous défendons les nôtres. Nous gagnons et perdons du terrain, nous planifions et utilisons des stratégies. Si nous trouvons une position indéfendable, nous pouvons l'abandonner et adopter une nouvelle ligne d'attaque. Beaucoup de choses que nous faisons en argumentant sont partiellement structurées par le concept de guerre. Bien qu'il n'y ait pas de bataille physique, il y a une bataille verbale et la structure d'un argument, attaque, défense, contre-attaque, reflète cela. C'est dans ce sens que la métaphore, l'argument et la guerre est une métaphore que nous vivons dans cette culture. Elle structure les actions que nous effectuons en argumentant. Donc, il y a bien cette dimension expérientielle des métaphores conceptuelles. Et alors, pour mieux faire comprendre cette idée, assez judicieusement, Lakoff imagine la chose suivante. Il imagine une autre, il aurait peut-être pu trouver en cherchant bien, mais bon, je n'ai pas non plus d'exemple à donner, hein, une culture dans laquelle on conceptualise différemment la discussion. Mais pour gagner du temps, disons, il imagine une culture dans laquelle la discussion est vue non pas comme une guerre, mais comme une danse. Hein, comme une danse. Eh bien, dit-il, nous qui sommes habitués à voir la discussion comme une guerre, nous ne verrions pas cette action comme une discussion. C'est-à-dire que il faudrait s'imaginer que dans une culture dans laquelle la discussion est vue comme une danse, on parle et on essaie comment dire, d'enchaîner assez esthétiquement une parole avec celle que notre interlocuteur nous envoie. Enfin bon, on danserait avec les mots. Enfin bref, donc ce serait une sorte d'autre activité verbale qui ne serait pas la discussion. Bon, sachant que la discussion, ça n'est pas c'est pas le seul mode d'échange verbal que nous ayons avec des interlocuteurs. Hein. On peut aussi parler pour faire autre chose que discuter à proprement parler.
en particulier quand on dit qu'on parle pour ne rien dire. Bon, là, peut-être qu'on se rapproche de la parole comme une danse, ou quelque chose de ce genre-là. Bon. Mais simplement, si vous voulez, cette vision, cette imagination d'une discussion comme une danse, elle vise à montrer le caractère, enfin, disons, l'impact de cette structuration conceptuelle, donc de cette métaphore conceptuelle de la discussion comme une guerre. Alors, il ajoute que l'essence de la métaphore, c'est la compréhension et l'expérience d'un type de chose par rapport à un autre. Donc, c'est vraiment l'analogie. Hein. On fait une analogie, par exemple, entre la métaphore et la guerre, entre le voyage et l'amour. Et donc, on peut dire la chose suivante, je donne encore cette citation, l'argument est partiellement structuré, compris, exécuté et parlé en termes de guerre. Le concept est structuré métaphoriquement, l'activité est structurée métaphoriquement, et par conséquent, le langage est structuré métaphoriquement. Et vous voyez, c'est bien, à la fin, le langage se retrouve structuré métaphoriquement, et cette structuration est ordinaire, et en plus, elle est largement non consciente. Une dernière citation sur ce sujet, l'affirmation la plus importante que nous ayons faite jusqu'à présent est que la métaphore n'est pas seulement une question de langage, c'est-à-dire de simples mots. Nous dirons qu'au contraire, les processus de la pensée humaine sont largement métaphoriques. Hein. C'est bien, comprenez bien, c'est la pensée qui est métaphorique. Hein. Quand on dit que la métaphore conceptuelle elle se passe au niveau des concepts, c'est pour dire que c'est la pensée qui est métaphorique, pas le langage. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous affirmons que le système conceptuel humain est structuré et défini de manière métaphorique. Les métaphores, en tant qu'expression linguistique, sont possibles précisément parce qu'il existe des métaphores dans le système conceptuel d'une personne. Donc, encore une fois, hein, excusez-moi pour les répétitions, mais c'est un point extrêmement important. Si les métaphores existent dans le langage, c'est comme trace des métaphores conceptuelles. Par conséquent, chaque fois que nous parlons de métaphores dans ce livre, comme Argument is War, il faut comprendre que métaphore signifie concept métaphorique. Donc, les métaphores linguistiques de ce type sont des traces de métaphores conceptuelles. Alors, un troisième et dernier exemple que je donnerai aujourd'hui, qui est là aussi très connu, c'est Time is money, hein, le temps c'est de l'argent, avec toutes sortes d'expressions qu'on pourrait relativement facilement traduire en français, mais je passe sur ce point. Et voici comment cela est justifié par Lakoff. Le temps dans notre culture est un bien précieux, c'est une ressource limitée que nous utilisons pour atteindre nos objectifs. En raison de la manière dont le concept de travail s'est développé dans la culture occidentale moderne, où le travail est généralement associé au temps qu'il prend et où le temps est quantifié avec précision, il est devenu habituel de payer les gens à l'heure, à la semaine ou à l'année. Dans notre culture, le temps est de l'argent à bien des égards. Unité de message téléphonique, bon, ça c'est une époque où il n'y avait pas les forfaits illimités, salaire horaire, tarifs des chambres d'hôtel, budget annuel, intérêt sur les prêts, paiement de la dette, etc. Ces pratiques sont relativement nouvelles dans l'histoire de la race humaine et elles n'existent en aucun cas dans toutes les cultures. Elles sont apparues dans les sociétés industrialisées modernes et structurent nos activités quotidiennes de base de manière très profonde. Comme nous agissons comme si le temps était une denrée précieuse, une ressource limitée, voire de l'argent, nous concevons le temps de cette manière. Ainsi, nous comprenons et vivons le temps comme le genre de choses qui peut être dépensé, gaspillé, budgétisé, investi à bon ou mauvais escient, économisé ou gaspillé. Donc, tout cela est une justification de cette une motivation. On verra que c'est important cette notion de motivation pour les métaphores conceptuelles. Donc, le temps est de l'argent, le temps est une ressource limitée, le temps est une commodité valorisée. Vous voyez, il y a le temps est de l'argent, c'est une métaphore qui fait partie d'un concept, d'un système conceptuel métaphorique plus large. Hein. Mais elle est bien caractéristique d'une culture. Vous voyez qu'en aucun cas,
Lakoff considère que le temps et de l'argent est une structuration conceptuelle de l'être humain dans sa généralité. C'est un être humain dans une certaine culture qui va avoir pris l'habitude d'intégrer cette idée que le temps est précieux et donc que c'est comme de l'argent. Et donc cette structuration conceptuelle, elle l'habite, elle structure son expérience. Et puis il y a cette conséquence linguistique qui fait qu'on en voit la trace dans certains usages, comme tu as dépensé tout ton temps. Bon, ben, voilà, c'est une métaphore conceptuelle qui montre qu'il y a cette métaphore, le temps et de l'argent, qui est présente. Bon. Alors, voici trois exemples. Hein. L'amour est un voyage, la discussion c'est la guerre, le temps c'est de l'argent, qui sont les exemples classiques de métaphores conceptuelles. On approfondira ça la prochaine fois, puisque je vois là qu'il est déjà bientôt 14 heures. Donc, avant qu'on se quitte, je vais quand même vous demander, même s'il nous reste très peu de temps, si vous avez des questions. Mais de toute façon, je reviendrai sur le même sujet la semaine prochaine pour approfondir et examiner quelques complications à partir de cette notion de métaphore conceptuelle. Donc, vous pourrez aussi poser les questions sur le cours d'aujourd'hui, donc pendant le cours de la semaine prochaine. Voilà, eh bien, écoutez, dans ce cas, si vous n'avez pas de questions là immédiates, je vous remercie de votre attention et donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Monsieur, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.